À la partie occidentale de l'Ukraine, les gens ont commencé à faire grève partout à Ivano-Frankivsk. Vous savez que selon les informations que nous avons, les plus grandes pertes pendant l'opération offensive de Koursk dans ses escouades et ses brigades. Beaucoup de gens, beaucoup de soldats étaient exactement de la partie occidentale de l'Ukraine et toutes ces grèves et toutes ces émeutes dans la partie occidentale de l'Ukraine sont principalement liées aux pertes que les Ukrainiens subissent dans cette région. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à une actualité qui m'a fait rire. LCI trouve que c'est une information de dire que l'ONU demande l'accès à la Russie. Et ils font tout un plateau pour commenter du fait qu'il serait bien que la Russie donne... Ça me fait rire, que la Russie donne accès à l'ONU à la zone de Koursk. Alors, sans plus tarder, on va écouter ce qu'ils disent. Je vais commenter, liker, partager pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Jean-Éric Brana, qu'est-ce que pourrait faire l'ONU si elle avait accès au territoire russe ? C'est vrai qu'il y a un problème humanitaire désormais à résoudre quand même. Il faut pouvoir évacuer les populations qui ont besoin de l'être, de le faire dans de bonnes conditions, comme ça vient d'être dit à l'instant, puisque pour l'instant ça se fait surtout dans la panique. Ça se fait d'ailleurs en cercle concentrique, puisqu'au fur et à mesure de l'avancée, on se rend compte que ces populations sont en train de fuir de façon désordonnée. Je pense que l'ONU va accompagner la demande du président Zelensky, qui a dit qu'il fallait qu'il y ait des évacuations vers la Russie et vers l'Ukraine, donc un double corridor qui permet effectivement aux uns et aux autres de pouvoir aller vers les destinations de leur choix, et sous-entendu qu'il y a dans cette région quand même des gens qui sont, si ce n'est pro-Ukraine. Alors, on va s'arrêter là pour une première fois. Regardez, le mec il s'appelle Jean-Éric Brana. C'est un spécialiste des États-Unis. Ce n'est même pas un mec qui a fait l'armée, ce n'est même pas un mec qui a fait dans l'humanitaire, ce n'est pas un mec qui a mis un pied sur les zones de combat et qui vient vous dire que à Koursk, c'est la débâcle. C'est tellement la débâcle qu'il faut laisser rentrer l'ONU. Je vais laisser tous ces gens-là finir de parler et après je vais vous montrer qu'est-ce qu'est Koursk, qu'est-ce qu'est la zone que, soi-disant, l'Ukraine occupe, et je vais vous montrer ce qu'eux-mêmes ils disent, des espions. Et vous comprendrez sûrement pourquoi les conflits en Afrique ne s'arrêteront jamais, ou en tout cas tant qu'on continuera à laisser les Occidentaux venir sur les zones de terrain, ça ne s'arrêtera jamais. Retenez juste ça. C'est un mec qui n'a rien à voir avec tout ce qui se dit, mais qui vient vous dire ce qui se passe en Russie. Du moins pas forcément pro-russes, et qui ont besoin aussi d'être entendus de ce côté-là. Voilà, l'ONU a effectivement un rôle à jouer important, parce que ça peut pas se faire simplement par l'armée ukrainienne ou l'armée russe d'ailleurs, hein, c'est d'un côté ou de l'autre. Donc l'internalisation du conflit effectivement était attendue par les Ukrainiens. Bon, ben là-dessus, c'est un gain total pour les Ukrainiens, c'est certain. Donc, l'Ukraine qui n'a plus d'armée, ou qui a de moins en moins d'armées, et qui est en train de sacrifier ses dernières forces à Koursk, parce que sur le front, c'est la catastrophe, on va se le dire, n'a pas les moyens d'évacuer sa population, mais la Russie qui n'a rien demandé, qui est en train de gérer, elle par contre, elle est légitime à laisser l'ONU venir rentrer dans son territoire et commencer à faire des évacuations, parce qu'ils ont appelé l'ONU au secours. Général Dutartre, quand on est en Ukraine, on voit rarement des véhicules de l'ONU, en tout cas près du front. Lorsque l'on voit ces véhicules, ce sont parfois des membres de l'AIEA, qui est une agence onusienne, qui sont à l'intérieur. Quel rôle a eu l'agence depuis, pas l'AIEA, mais l'ONU, depuis le début de l'invasion globale de l'Ukraine par les Russes ? Pratiquement nul. D'ailleurs, c'est une grande caractéristique de ce conflit, de cet envahissement de l'Ukraine. Je trouve que cette proposition de l'ONU d'un couloir humanitaire, ou en tout cas peut-être d'observateur, est peut-être une opportunité pour nos amis ukrainiens
parce que montrer avec quelle humanité, si possible, ils vont faire preuve dans cette, entre guillemets, contre-offensive inattendue et qui est un véritable succès pour, à mon sens, un coup de maître des Ukrainiens. Alors, vous avez attendu. Ici, ils vantent l'humanité des Ukrainiens, d'accord, dans cette contre-offensive. Je n'avais même pas prévu d'insérer cette partie, mais je vais vous mettre à la partie où ils racontent comment s'est fait cette incursion. Et maintenant, dites-moi si vous relevez l'humanité du côté ukrainien, donc comment ils sont rentrés dans cette incursion. D'accord? Pour vous dire à quel point c'est catastrophique ce que font ces gens. Ce que font ces gens en Occident. Ils ne se rendent même pas compte ce qu'on vient de l'addiction qu'ils instiguent tous les jours dans la population. Et ils font ça, une fois de plus, je vous le répète, parce qu'ils savent que beaucoup d'entre vous, vous ne reviendrez pas sur les informations qu'ils vous ont dit, sur les horreurs, sur les bêtises, sur tout ce qu'ils vous ont dit. Et le Financial Times nous raconte très clairement ce qu'il s'est passé dès les premières heures. Exactement, parce que nos confrères du Financial Times ont pu s'entretenir avec une dizaine de soldats qui mènent actuellement cette incursion. Et ce qui ressort de ces témoignages, c'est d'abord l'effet de surprise pour les Russes qui ne s'attendaient absolument pas à cette attaque. Volodymyr, par exemple, il est membre de la 82e brigade d'assaut aérienne. Il raconte que nous sommes entrés sur le territoire russe à 13h, mardi 6 août. Nous étions parmi les premiers à y pénétrer. À sa grande surprise, eh bien, son unité ne rencontre aucune résistance, alors que le groupe se déplace à bord d'un véhicule de combat, un Striker. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un immense véhicule à 8 roues et qui pèse plus de 20 tonnes. On a connu plus discret et pourtant, eh bien, les Russes n'ont rien vu venir. Rapidement, dit-il, nous sommes tombés sur une unité russe assise dans la forêt, en train de quoi? Eh bien, tout simplement, en train de boire un café. Notre Striker s'est dirigé droit vers leur table. Nous en avons tué beaucoup le premier jour, explique-t-il, parce qu'ils n'étaient pas armés et ne s'attendaient pas à nous voir. Vous avez donc attendu l'humanité dont ont fait preuve les Ukrainiens. La Russie a déclaré que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas hésité à ouvrir les feux et qu'il y a des innocents qui sont morts, il y a des civils qui sont morts. Ils ont tiré sur des civils d'après ce qui se dit. Hein? Et là, vous avez attendu le récit de l'humanité avec lequel les soldats ukrainiens ont traité des soldats désarmés russes. Quand vous attendez comment ils ont traité les soldats, quand vous savez que là où il y a l'ONU, il faut prendre des précautions pour se battre, pensez-vous que les Ukrainiens ou que les Occidentaux sont en train de faire la propagande de cette demande parce qu'on a vraiment besoin de l'ONU ou parce que l'Ukraine est en train de voir qu'ils ne tiendront pas à Koursk. Parce que, comme par hasard, on ne voit pas les gens de l'ONU dans les zones de combat sur le front, mais par contre, ils veulent aller à Koursk, où la Russie elle-même, dès le début, a donné d'ordre d'évacuation et évacue sa population. Mais eux, ils veulent quand même aller à Koursk. Donc, je vous passe cette parenthèse sur l'humanité des Ukrainiens, qu'a voulu défendre le général Patrick Dutart. Donc, je ne sais même pas si ces gens-là seront encore crédibles un jour sur le terrain de quoi que ce soit, à force de ne plus savoir ce qu'ils disent. Hein. Je pense qu'ils ne savent plus tous les conneries qu'ils ont dit depuis 2 ans. Que plus personne ne peut se souvenir des conneries qu'ils ont dit tellement c'est gros. Ils veulent vanter l'humanité des Ukrainiens. Du côté russe, nous voyons que ils traitent bien les prisonniers ukrainiens, ils les échangent, et que même, on sait que les familles ukrainiennes disent désormais aux soldats ukrainiens de se rendre aux Russes, parce que c'est la meilleure chance de rester en vie et d'être bien traités. Mais, on veut nous faire croire que si les Ukrainiens ils ont du mal à évacuer leur population, c'est que c'est forcément le cas du côté russe, et que les humanitaires, l'ONU, que je suis contre leur présence dans n'importe quelle zone de combat, parce que, comme par hasard, là où ils vont, les choses ne se règlent jamais. Ils croient que la Russie soit assez bête pour dire à l'ONU, venez, vous allez rentrer dans la zone de combat.
Catherine Gentil, cette demande d'accès de l'ONU, alors Jean Guignassi nous dit peu de chance qu'elle aboutisse. Quelle est votre opinion là-dessus ? D'ailleurs, l'ONU demande aux Russes, pour l'instant, l'accès à ces territoires et non pas aux Ukrainiens, parce que c'est sur le sol de la Russie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit durant ce conflit que malheureusement l'ONU n'avait pas réussi ni à l'entraver, ni alors encore moins à le paralyser ou à y mettre un terme, pour une raison aussi qui est assez simple, c'est que la Russie fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, donc, et la Chine alliée de la Russie. Donc de toute manière, l'ONU de ce fait même est paralysée. Ce qui avait conduit d'ailleurs les Ukrainiens et une partie des pays qui les soutiennent à demander à ce que la Russie sorte du Conseil de sécurité, ce qui évidemment est impossible puisqu'il faudrait l'accord de la Russie pour qu'elle sorte du Conseil de sécurité. Donc autant dire... À ça, moi je suis d'accord. Il faut que ce Conseil de sécurité-là, pour d'autres raisons que je reviendrai dans une autre vidéo, ce Conseil de sécurité-là doit mourir. Il ne doit plus exister. Il faut que désormais les résolutions de l'ONU soient votées à l'Assemblée générale de l'ONU. Parce que ne pensez pas que c'est la Russie ou la Chine qui sont un problème, parce que la Russie et la Chine sont favorables à ce qu'on élargisse le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est les Américains, les Français, les Anglais qui bloquent l'évolution ou la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Quand on leur dit qu'il faut l'élargir et qu'il faut donner en priorité des sièges à l'Afrique, parce que c'est le seul continent qui n'a pas existé, ils commencent à dire « ouais, mais il faut donner aux Caraïbes, il faut donner aux machins, tout ça » pour noyer la réforme. La meilleure réforme, c'est de mettre fin à ce Conseil de sécurité. Comme ça, les choses seront votées à l'Assemblée de l'ONU. Peut-être à une majorité de 50%, ou pour des résolutions importantes à une majorité de 75%. Et comme ça, à chaque fois, nous verrons qui sont les amis de qui sont les alliés de qui, et où sont les intérêts de chacun. Et comme ça, on pourra voir concrètement ce qui se passe. Moi, je suis pour que ça finisse. Dire que c'est impossible, mais c'est vrai que ça pose la question de cette nouvelle redistribution des cartes, peut-être au niveau international. Sur comment on peut envisager éventuellement un autre rapport de force, mais enfin on en est très très loin. Ceci étant... Ouais, ça pose la question de la redistribution des rapports des forces. Ouais, quand il s'agit de demander d'aller en Russie, là c'est redistribution des forces. Quand il s'agit de demander à ce qu'on essaye de bloquer la Russie dans l'ONU, là c'est redistribution de forces. Quand vous vivez depuis 75 ans où Israël ne respecte aucune résolution de l'ONU, sous protection des Français, des Anglais et des Américains, là par contre, ce n'était pas nécessaire de reformer ou de revoir cette composition de l'ONU, n'est-ce pas? N'importe quoi. Quand vous êtes parti en Libye et qu'on vous a dit de ne pas y aller, là, ça ne posait pas problème. Tandis le fait que l'ONU demande l'accès à ces zones, c'est quand même toujours une bonne nouvelle dans les zones de conflit, que l'ONU puisse intervenir, puisse envoyer des témoins qui documentent après ce qui s'est passé et qui peuvent au moins, si l'ONU ne réussit pas à empêcher les conflits, au moins à l'issue des conflits, pouvoir mieux établir les responsabilités des uns et des autres. Bah oui, comme on a vu en Israël et partout où les Américains sont passés, comme on a vu en Serbie, comme on a vu au Kosovo, où l'OTAN, les atlantistes sont passés, comme on a vu en Libye. On a vu les responsabilités être établies de Sarkozy et de tout ça, on a vu être établies. Non mais ces gens-là, ils prennent des gens pour des idiots. Bah en fait, en même temps, c'est destiné premièrement à leur population, c'est destiné premièrement aux gens de l'Occident pour leur faire croire qu'ils sont du bon côté de la chose et qu'eux, ils sont pour la justice. Mais c'est bon, tout le monde a compris que c'est bon, c'est fini. Plus personne n'y croit. Et ce qui me tue, c'est que comme l'ont répété beaucoup de gens, c'est qu'il y a des gens qui sont acquis dans le système, qui ne peuvent pas survivre hors du système, à qui on a appris à ne pas réfléchir hors du système, qui croient à tous ces baratins et qui ne voient pas le déclin de l'Occident. Parce que ceux qui ont mis ce système, c'est l'Occident, et ceux qui sont en train de le tuer, c'est aussi l'Occident. Ils ont carrément fini. C'est carrément fini.
Ça vient doucement, le changement, mais c'est carrément fini. Quand vous voyez que le mandat d'arrêt de Netanyahou n'est toujours pas sorti, avec tout ce qui se fait, c'est carrément fini. Et moi, je me demande bien pourquoi les Africains continuent encore à ne pas dénoncer le traité de la CPI. Il est temps de dénoncer le traité de la CPI. La CPI ne sert à rien. Et comme l'a dit le sénateur américain, ce truc-là, c'est pour les ennemis de l'Occident et les Africains. Voilà. Donc il est temps de dénoncer tous ces traités-là et de rechercher à créer autre chose. Et même de faire pareil pour les Nations Unies si elles refusent de reformer et d'abroger cet organe-là de Conseil de sécurité qui ne permet pas de mettre la sécurité et qui permet juste de sécuriser les intérêts occidentaux. Parce que partout où est passée l'ONU, comme c'est bien de dire cette dame, ce n'est pas pour documenter les exactions de tout le monde de façon objective. C'est pour documenter les exactions des ennemis, ne pas documenter les exactions des gens qui sont avec eux. C'est surtout ça le problème. Peut-être que les agents de l'ONU travaillent de manière objective, mais on sait que les rapports sur les ennemis ne sont pas fournis ou ne sont pas très bien regardés ou alors sont cachés. Mais par contre, les rapports sur les ennemis, ils sont, eux, bien fournis pour ensuite entamer toute la procédure, leur traîner devant la CPI. Voilà pourquoi, et je ne comprends même pas pourquoi ils imaginent que Poutine ou la Russie va autoriser les Nations Unies à rentrer là-bas. Et surtout maintenant, écoutez, pourquoi moi je suis pour que dans les zones de conflit, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on n'autorise plus. Comme a fait Israël. Israël a montré pourquoi eux-mêmes, ils n'autorisent pas les journalistes et les organismes internationaux à ne pas rentrer dans les zones de conflit. Parce que et les journalistes et les ONG servent à ça. Regardez et écoutez. On a appris aujourd'hui, par exemple, qu'il y avait un faux journaliste espagnol, alors qui sous couvert de Pablo González s'appelait en fait Pavel Boutsov. Bon, il travaillait à la télévision espagnole, il faisait des articles. Écoutez le témoignage de cet ex-ministre de la culture russe qui reconnaît bien que cet homme-là était un espion. Pavel Rubtsov, un agent des services spéciaux russes, a été transféré le 1er août en Russie dans le cadre de l'opération générale d'échange. Il est venu 2 fois à mon bureau pour m'interviewer. Je me suis assis et il s'est présenté comme étant Pavel González, un journaliste espagnol. C'est du classique, ça, d'opérer avec des faux journalistes pour les espions ? Oui, c'est d'ailleurs ce que critique le monde médiatique dont vous faites partie. C'est que bien souvent la couverture, avec juste raison, c'est que la couverture journalistique est souvent utilisée en effet pour s'infiltrer dans les lignes adverses, j'allais dire, ou en tous les cas d'aller se renseigner, prétextant effectivement de faire un reportage ou de faire des interviews. Donc oui, effectivement, cela arrive. Et c'est une couverture assez pratique pour les gens qui font du renseignement. Autre couverture, les associations humanitaires ? Autre couverture, comme vous le signez, les organisations humanitaires, en effet, qui permettent d'aller dans des endroits dans lesquels les hommes en uniforme ou les militaires ne vont pas, et dans lesquels on laisse aller, en effet, les ONG, les journalistes, les secouristes ou autres, c'est-à-dire des gens dont il est aisé de prendre, j'allais dire, la silhouette ou le silhouettage pour pouvoir faire du renseignement au-delà de l'aide apportée localement. Parce que au-delà de ça, ces gens-là font quand même, j'allais dire, interview des gens, renseignent un journal. Soit c'est une véritable légende, c'est-à-dire qu'ils font ce vrai métier et par ailleurs sont des espions et renseignent, ou alors ils utilisent cette couverture de manière ponctuelle pour aller effectivement renseigner leurs commanditaires. Voilà pourquoi l'ONU doit être chassée de partout en Afrique. Parce que les Occidentaux utilisent l'ONU pour faire rentrer leurs espions sur ces territoires et le déstabiliser de l'intérieur. L'ONU et leurs journalistes servent à ça. Voilà pourquoi ils veulent ou ils font cette propagande de soi-disant l'ONU demande à intervenir en Russie et ils défient ça dans leurs médias. C'est parce qu'ils veulent que l'opinion publique soit pour ça. Mais bon, après, ça ne comptera pas, ça ne marchera pas. La Russie ne va jamais accepter ça. Mais
c'est pour que leur opinion publique pense que la Russie n'est pas humain et qu'il refuse la venue de l'ONU sur son territoire. Or, vous et moi comprenons bien que cette demande n'est pas faite pour aider les Russes. Cette demande est faite pour faire rentrer leurs espions, pour faire documenter comme quoi, pour nous inventer un nouveau Boucha. Donc, ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi moi je suis contre l'idée que la MONUSCO ou quoi que ce soit revienne au Congo. Il faut que ces choses-là se règlent entre hommes, entre pays. Parce qu'on sait que des deux côtés, il y a des horreurs qui sont faites et vaut mieux que ça se batte plutôt que d'avoir l'ONU qui vient là, qui dise « Ah, mais de ce côté-là, ils sont méchants, de ce côté-là, ils sont gentils » et de déstabiliser le Congo. Ça fait 20 ans que le Congo est déstabilisé. 20 ans qu'ils écrivent des rapports et rapports sur le Rwanda. Vous avez vu se passer quelque chose? Vous avez vu se changer quelque chose? Et ils croient qu'avec ça, la Russie va accepter de leur ouvrir la porte. En tout cas. Et je voulais revenir sur quelque chose que je vous ai montré. Aujourd'hui, voilà. Je voulais juste vous montrer cette carte. Je sais qu'il y a des gens qui pleurent comme quoi je fais de la désinformation, quoi que ce soit. Ça, c'est une chaîne rapport de guerre qui rapporte, c'est qu'il y a une autre chaîne faite en anglais, sauf qu'eux, ils le traduisent en français. Et cette chaîne n'est pas mise à jour en étant pro-russe, est mise à jour en prenant ce que les blogueurs russes mettent sur les cartes et ce que les blogueurs ukrainiens mettent sur les cartes. Et les avancées sont faites selon les confirmations officielles de deux côtés. Quand il n'y a pas une annonce officielle ou quelque chose n'est pas confirmé de deux côtés, eh ben, on ne met pas à jour les cartes. Mais moi, ce que je voudrais ici, c'est vous montrer pourquoi je trouve que cette carte est pertinente. Après, si les gens jugent que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas mon problème. Mais je voudrais vous montrer pourquoi. La partie en orange, c'est tout ce que la Russie a conquis en Ukraine. D'accord? La partie en orange. La partie que vous voyez ici, là, insignifiant là, parce que Kiev est ici, et ici vous avez Souja, vous avez Koursk. C'est ça qu'on dit que c'est une avancée majeure, que c'est magistral pour les Ukrainiens, c'est je sais pas quoi. Moi, je vous invite à aller sur la chaîne Rapport de guerre et à regarder vous-même ce qui se passe au quotidien, parce qu'il y a une mise à jour tous les jours, tous les 24 heures à peu près, à regarder vous-même les différentes infos qui tombent du front et à les comparer avec ce que LCI choisit de vous raconter sur ces médias. Et surtout, ici, je vous ai fait la carte Google Maps pour que vous-même vous voyez qu'est-ce qu'est Souja. Donc, ils ont dit que l'Ukraine a pris la ville de Souja. Ici, vous avez une carte. Vous avez Kiev qui est ici. Vous avez Koursk lui-même qui est ici. Et vous avez Souja qui est ici. Déjà, il y a une distance ici, là, vous voyez, entre Souja et Koursk. Vous le voyez ici. Donc, pour cette toute petite part-là, on n'arrive même pas à repérer sur une carte la ville de Souja. Vous avez l'actualité qui est faite 24 heures sur 24, comme quoi l'Ukraine est en train de faire quelque chose de magistral en Ukraine. Par contre, pour ce qui se passe ici, et que tous les jours, sur toute cette partie, l'Ukraine est en train de se faire défoncer et la Russie avance, on ne vous dit plus rien. Donc à vous-même de réaliser ce qu'on vous dit, s'il y a des informations ou pas. Et je vous avais dit que la résistance commençait à naître en Ukraine. Vous ne me croyez pas. Voilà les images des Ukrainiens qui commencent à s'organiser pour s'opposer à l'enrôlement de force des hommes ukrainiens qui sont sacrifiés, parce que les nouvelles de ce qui se passe à Koursk, contrairement à ce qui se dit sur les médias occidentaux, c'est la catastrophe. Ils sont en train de prendre cher à Koursk et les gens n'ont plus de nouvelles de leurs proches qui sont partis là-bas. Et donc du coup, on commence à voir une résistance naître en Ukraine. Et voilà les images relayées maintenant sur les réseaux sociaux et que vous ne verrez pas
sur TF1. À la partie occidentale de l'Ukraine, les gens ont commencé à faire grève partout à Ivano-Frankivsk. Vous savez que selon les informations que nous avons, les plus grandes pertes pendant l'opération offensive de Koursk dans ses escouades et ses brigades. Beaucoup de gens, beaucoup de soldats étaient exactement de la partie occidentale de l'Ukraine et toutes ces grèves et toutes ces émeutes dans la partie occidentale de l'Ukraine sont principalement liées aux pertes que les Ukrainiens subissent dans cette région. Voilà. Je voulais juste faire ce petit point sur cette information qui m'a extrêmement fait rire ce matin. Je me suis dit, franchement là, on atteint le summum de la bêtise, le summum de la désinformation. Donc, donner des nouvelles de réellement ce qui se passe sur le front ukrainien, c'est plus important. Désormais, ce qui est important, c'est de montrer que l'ONU a demandé à rentrer en Russie parce que les Ukrainiens ont fait une pique dans le territoire russe et que c'est catastrophique, ça demande une intervention humanitaire de l'ONU. Non mais ils ont cru que tout le monde était crétin et que les Russes allaient se dire oui, effectivement, on est dans le baba, il faut qu'on laisse l'ONU arriver sur la zone, comme ça va être mieux. Non mais le niveau d'information, ou en tout cas le niveau de ce que je vois en Occident, ça me sidère. Ça me sidère. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce que ces gens-là sont encore conscients de ce qu'ils diffusent sur leur télé et encore pire, les gens qui crient, est-ce que les gens comme moi font de la désinformation, mais est-ce qu'ils sont conscients des choses qu'on leur met à la télé? Est-ce que ça c'est de l'information? Ou ça c'est pas vous enfermer dans la matrix comme dirait l'autre? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.